Bonjour tout le monde. Je suis ravi d'être là ce soir. C'est toujours un plaisir de parler collectivité. Vous m'excuserez si je bafoue un petit peu. Je sors tout juste d'une maladie, mais on va faire avec. Alors, qui je suis? Moi, ça fait à peu près 10 ans que je fais de la vente en B2B, dont une grande partie de ces 10 années auprès des collectivités. Et donc, quand je suis arrivé chez Make Sense, il y a ça 2 ans, j'ai fait toute une enquête autour de l'ESS, donc de l'économie sociale et solidaire sur les territoires, pour essayer de comprendre au niveau des collectivités locales, des départements, des régions, quels étaient leurs enjeux, justement, sur l'émergence et le développement de l'ESS sur le territoire. Donc, j'ai pu rencontrer presque une centaine de collectivités dans ce cadre-là, pour essayer de mieux comprendre leurs enjeux et puis leur raconter un peu ce qu'on faisait chez Make Sense. Et depuis, on a signé de nombreux partenariats avec des villes comme Courbevoie, Saint-Quentin-en-Yvelines, Évry, Rouen, Tours, Toulouse et d'autres. Et donc, en gros, nous, Make Sense, quand on travaille avec des collectivités, c'est sur deux sujets. C'est soit pour les accompagner dans la mobilisation d'acteurs autour d'un projet de territoire. Donc, par exemple, on accompagne en ce moment la, la Bordeaux Métropole qui a envie de démocratiser un peu plus la gestion de l'eau, la politique de l'eau au niveau de la ville, qui est passée Europe Écologie Les Verts l'année dernière. Et donc, comment je fais en sorte que des citoyens, des associations, des entreprises travaillent main dans la main sur ces sujets-là. Donc, comment je les sensibilise, comment je les embarque et surtout comment je favorise la collaboration entre des acteurs qui, généralement, ne travaillent pas ensemble. Et donc, ce dont on va parler aujourd'hui, comme le dit Johanna, c'est vraiment du pratique, comment j'arrive à travailler avec des collectivités, comment j'arrive à vendre mes services, comment j'arrive à vendre mon projet à des collectivités. On va aborder rapidement le sujet des subventions, mais ce n'est vraiment pas mon corps de métier. Moi, c'est plutôt à partir du moment où j'ai une solution qui peut bénéficier à un territoire, comment j'arrive à créer du lien avec les collectivités pour travailler avec elles, avec un partenariat donc, financier, évidemment. Donc, trois sujets aujourd'hui, qui, quand et comment. Donc, qui sont les interlocuteurs au sein d'une collectivité, à qui je dois parler, quels sont les, euh, les rapports de force, le process décisionnel au sein d'une collectivité. Quand, donc le timing idéal pour rencontrer, pour vendre à une collectivité, dans quoi est-ce que je dois m'inscrire, quels sont les différents process qui ont lieu en interne et dans lesquels je dois m'inscrire. Et comment vendre à une collectivité, finalement, c'est des ventes complexes. Il y a plein de possibilités, il y a plein de parties prenantes. Toutes les collectivités ont leur propre mode de fonctionnement, même si c'est censé être plutôt cadré. Et donc, comment tout simplement j'arrive à trouver les bons interlocuteurs et leur parler au bon moment et donc arriver à leur vendre des prestations. Donc, ce que je vous propose en termes de déroulé, moi, je vais, sur ces trois sujets, prendre 10 minutes pour vous raconter un peu mon expérience et vous donner quelques conseils. Et ensuite, d'avoir 10 minutes où la parole est à vous. Si vous avez des questions à poser, si vous voulez intervenir, donner votre avis ou parler de votre expérience, il y a quelques personnes qui ont mis 4 ou 5 aux questions de Johanna, n'hésitez pas. Donc, on est parti pour euh, à peu près un peu moins d'une heure sur ces sujets-là. Voilà, donc écoutez, moi je suis de ceux qui ne font pas de slides, donc je vais surtout vous raconter aujourd'hui. Et puis n'hésitez pas donc à écrire au fil de l'eau vos questions sur le chat et on pourra les reprendre dans les 10 minutes qui suivent. Alors, qui sont vos interlocuteurs au sein d'une collectivité? Alors, je vais commencer par le b.a.-ba. On a d'un côté les élus et de l'autre côté les services. Alors, les élus, en fait, ils vont porter une délégation et une vision pour leur mandat, donc qui dure 5 ans. Et les services, ils sont là pour concrétiser cette vision à travers l'opérationnel. Et dans les services, on a donc le DGS, qui est le ou la DGS, qui est donc la Direction générale des services, qui sont là pour coordonner les différentes délégations. C'est par exemple la personne qui va valider le budget global de la collectivité sur une année. Et donc, c'est la personne qui fait le lien directement entre les élus et le conseil municipal ou le conseil régional ou le conseil départemental et les services. Ensuite, on a des DGA, qui sont les directions générales adjointes, et eux, ce sont ceux qui construisent la feuille de route de leur délégation. Donc, on va avoir par exemple la DGA au développement économique, la DGA à la vie associative, la DGA liée à tous les sujets qui ont trait à la gestion de l'eau, par exemple. Et au sein de ces DGA, on a différentes chargées de mission. Et donc, c'est la personne qui va concrétiser la feuille de route et qui va travailler avec les agents du terrain. Et donc, la question que vous devez vous poser, c'est vous, quand vous portez un projet, donc une solution, un service, un produit,
à qui est-ce que vous devez parler en priorité? Est-ce qu'il faut aller parler à un élu? Est-ce qu'il faut aller parler au DGS? Est-ce qu'il faut aller parler au DGA ou au chargé de mission? C'est là que rentre la notion de vente complexe quand on parle à une collectivité. C'est que les rapports de force, ils varient vraiment d'une collectivité à une autre. Parfois, on va avoir un élu qui est très investi dans l'opérationnel et sur le terrain, et je vais vous donner des exemples après. Quelqu'un qui va être là à tous les rendez-vous, qui va vouloir suivre tous les temps forts, qui va vouloir plonger les mains dans l'outil ou dans le service que vous proposez. Alors que parfois, l'élu, il fait que de la représentation et il laisse la main à ses services pour développer des partenariats ou développer des nouveaux produits, des nouveaux services. Souvent, un truc que j'ai remarqué, c'est que les services historiques, par exemple le développement économique, la culture, le sport, les services, on va dire, qui sont là depuis longtemps, ils arrivent à fonctionner pas mal en autonomie et l'élu, il est plutôt là pour porter une vision et raconter un peu tout ce qui est fait. Et dans d'autres délégations qui sont un peu plus neuves, par exemple, il y a une nouvelle délégation qui s'est créée dans une dizaine de collectivités récemment, qui sont la notion de ville apprenante, qui est un label UNESCO. Là, il y a l'élu qui est fortement investi parce que c'est un nouveau sujet, il y a besoin de mettre les mains dans le cambouis et il y a besoin d'accompagner les services dans le développement de cette délégation. Et il y a eu d'autres cas, je vais vous en parler aussi, je vais vous le dire tout de suite, où on trouve des chargés de mission qui sont vraiment spécialistes d'un sujet et qui vont porter le tout et qui vont donc porter le budget de leur périmètre. Un bon exemple, c'est nous, on échange depuis longtemps avec la ville de Sarcelles, où il y a des vrais enjeux autour du droit des femmes. Et donc, le maire a directement chargé une chargée de mission, qui s'appelle Isabelle, de porter ce sujet-là. Et donc, Isabelle, elle a vraiment carte blanche pour porter le sujet des droits de la femme. Donc, elle a monté toute une communauté, un comité de la femme au sein de Sarcelles pour travailler sur des sujets, par exemple, de réappropriation de la voie publique ou des sujets autour de la mobilité des femmes. Et donc, les rapports de force, pour conclure, varient vraiment. Et donc, c'est pour ça que lorsque vous allez rencontrer une collectivité, vraiment, le premier réflexe à avoir, c'est d'essayer de comprendre cet organigramme, comprendre le processus de décision, qui est-ce qui va trancher, qui est-ce qui a la main sur ces sujets. Et ça va vous permettre d'être certain d'avoir autour de la table les bonnes personnes quand vous parlez de vos produits ou de vos services et d'éviter de parler à une personne qui potentiellement n'aura aucun effet de levier sur le budget que vous cherchez à atteindre. Donc, vous, de toute façon, si vous voulez présenter un service ou un produit, c'est important de rencontrer les services. Donc, à ce moment-là, d'avoir un discours plutôt acté, quel est l'impact sur le terrain, qu'est-ce qu'on va faire, comment on va le faire. Tandis que si vous rencontrez un élu, il faudra plus vendre du pourquoi, vendre du bénéfice sur le long terme et partager vraiment une vision pour pouvoir embarquer un élu qui va être beaucoup moins dans l'opérationnel et beaucoup plus dans la partie méta. Et quoi qu'il arrive aussi, il faut bien prendre en compte que c'est le conseil des élus qui tranche, le conseil municipal, départemental ou régional. Donc, quoi qu'il arrive, peu importe les interlocuteurs que vous allez rencontrer, il faut vous dire qu'il ne sera pas tout seul dans le processus de décision et que c'est important d'avoir des ambassadeurs en interne et de les équiper. Donc, par exemple, si moi, je parle de mes sujets à un chargé de mission et que ce chargé de mission va aller en parler à son DGA, le DGA va aller en parler aux élus. Donc, il y a toute une chaîne comme ça où si je n'arrive pas à m'y intégrer, il faut que je fasse en sorte que mon chargé de mission, ce soit un bon ambassadeur, un bon cavalier pour aller porter mon idée, pour aller porter mon projet. Et donc, nous, ce qu'on fait chez Make Sense, c'est des notes de synthèse où c'est parfois une page ou deux qui résument en gros notre proposition, notre valeur ajoutée pour que la personne ait son anti-sèche en fait, quand elle va en parler au conseil municipal ou à son DGA. Donc, ce qu'il faut comprendre, c'est qu'on est bien dans de la vente complexe. Il y a beaucoup de parties prenantes. C'est important d'avoir un plan d'action spécifique dédié à chaque collectivité que vous adressez. Dans ce cas-là, il faut absolument que je rencontre l'élu. Dans ce cas-là, je n'ai pas besoin de rencontrer l'élu parce que le chargé de mission, il a la main. Dans ce cas-là, le DGA, il porte tout le sujet. Je n'ai pas de questions à me faire. Donc, quoi qu'il arrive, à partir du moment où vous prenez un rendez-vous, il faut dresser cet organigramme décisionnel. Qui s'occupe de quoi, qui peut prendre la décision, qui doit être tenu au courant, etc. Qui est-ce qu'il ne faut pas vexer, qui est-ce qu'il faut absolument embarquer. Un des exemples, c'est souvent un élu, quand il a un mandat de 5 ans, il a envie d'avoir un gros projet sur lequel il est vachement investi. Et donc, si vous voulez absolument si vous voulez que votre projet soit l'un de ceux-ci, il faut absolument rencontrer l'élu pour l'embarquer, là où dans d'autres cas, le DGA suffira. Donc, 2 exemples que je peux vous donner. Nous, on a travaillé avec Évry Courcouronnes sur la notion de ville apprenante, justement. Et donc, Pascal Chatagnon était l'élu et il portait le sujet directement. Et donc, lui, il était vraiment là à tous les rendez-vous.
Il était là à tous les temps forts, il était là pour parler à tous les futurs membres du comité de la ville apprenante. Et donc, c'est quelqu'un qu'il a fallu embarquer, qu'il faut aussi apprendre à cadrer, parce que les élus, souvent, ils ont le verbe facile et il faut apprendre à les reconcentrer sur nos sujets. Et au contraire, à Saint-Quentin en Yvelines, quand on a bossé avec le développement économique, on a parlé directement à une DGA et une chargée de mission, et on n'a jamais rencontré l'élu. Et pourtant, c'était des missions à plus de 40 000 euros, mais à aucun moment on n'a rencontré l'élu, parce que finalement, il y avait la confiance qui était là auprès du DGA et de la chargée de mission. Et donc, en synthèse de ce que je vais vous dire avant de vous passer la parole, la manière d'aborder une collectivité et le process de vente n'est pas du tout le même en fonction de sa taille, en fonction aussi de sa dimension. Est-ce qu'on parle à une région? Est-ce qu'on parle à un département? Est-ce qu'on parle à une agglo, à une collectivité locale? Donc, il faut les voir comme des cibles complètement différentes. Les départements, par exemple, ils vont beaucoup plus être dans une logique de co-construction de l'offre, et les cycles de vente, ils vont être beaucoup plus longs. Là où les communes vont être plus réactives, mais vont attendre un produit qui soit plus clé en main. Donc, c'est important de tester votre approche commerciale avec chacune d'entre elles, en gardant en tête de vraiment pas mettre les gens dans les mêmes cases, parce qu'il n'y a pas de cases, en fait. C'est un peu la conclusion. C'est un peu comme la vente à des grands groupes. Chacune a son propre mode de fonctionnement. Et donc, pour aller plus loin dans l'hétérogénéité des collectivités, on parle donc de rapports de force en interne où parfois les élus sont très investis sur des projets parce qu'ils veulent y associer leur nom, en fait, que ça va être un projet innovant ou un projet marquant et ils veulent que ce soit le projet de l'élu machin. Là où ils pourront être complètement effacés derrière des agents de leur service qui auront la confiance pour avancer sur des projets de fond qui sont peut-être un peu moins innovants, un peu moins sur le devant de la scène. Donc, c'est important, dès le premier contact, d'identifier les interlocuteurs clés. Voilà. Et donc, pour conclure, je ne sais pas exactement, donc, il y a des phases assez variées dans toutes les personnes qui sont présentes. Au départ, et c'est ce que j'ai fait en arrivant chez Make Sense, j'ai exploré large. J'ai rencontré beaucoup de monde, j'ai parlé à beaucoup de monde et j'ai pu en tirer mes propres apprentissages vis-à-vis des produits qu'on pouvait proposer. Et j'ai pu donc identifier le type de collectivité qui répond le mieux à ma proposition de valeur. Donc moi, je sais aujourd'hui chez Make Sense que les agglomérations d'Île-de-France qui ont un élu à l'ESS et qui ont un service de développement économique à plusieurs chargés de mission, que c'est mon type de collectivité, c'est mon persona prioritaire. Par contre, je sais que si je vais parler à une région qui n'est pas l'Île-de-France, qui n'a pas d'élu à l'ESS, qu'il n'y a pas de chargé de mission dédié au développement de l'emploi, et ben je sais que ça ne va pas être une priorité et que je ne vais pas avoir grand-chose à leur dire à ces gens-là parce que ce n'est pas mon persona principal. Donc, je vais quand même les rencontrer, évidemment, parce que c'est comme ça que ça fait partie de mon métier. Mais je sais pour quel compte je vais mettre plus d'énergie que d'autres. Et ça vous permet de vous concentrer et d'éviter de perdre du temps avec des collectivités qui, finalement, ne répondent pas du tout à vos critères. Voilà, il est 18h21. On va se laisser 10 minutes. Je ne sais pas s'il y a déjà des questions dans le chat ou s'il y a des réactions en particulier. Alors, je vais prendre les questions comme je les vois. Wilfried, tu demandes si le chargé de mission est-il un élu? Non. Donc, en fait, on a le maire qui est élu. Ensuite, on a les élus qui sont les adjoints au maire, qui sont généralement… Donc, j'avais pris l'exemple de Grenoble. Il y a le maire, il y a 22 adjoints. Et ensuite, il y a une vingtaine de conseillers municipaux. Les conseillers municipaux sont également des élus. Il y en a de l'opposition et il y en a qui sont qui sont dans le parti élus. Et ces gens-là, ils ont tous et toutes des délégations. Donc, par exemple, on va avoir un élu à la vie associative, un élu au sport, un élu à la jeunesse, un élu au développement économique. Et donc, ça peut être soit des conseillers municipaux en fonction du périmètre, soit des adjoints. Ensuite, ce sont les services. Donc là, ce sont des fonctionnaires avec le DGS, les DGA et les chargés de mission et parfois quelques consultants, souvent de McKinsey d'ailleurs. Et donc, est-ce qu'il faut compter sur les appels à manifestation d'intérêt ou les appels à projets sur les marchés publics ou est-ce qu'on proposait son projet directement? Je vais en parler juste après, Marie-Floriane, mais en gros, le seuil des marchés publics est de 40 000 € aujourd'hui. Donc, si votre proposition elle est plus chère que 40 000 € à l'année, il va falloir absolument passer par un appel d'offres. Et à ce moment-là, c'est important d'être là pour co-construire l'appel d'offres avec la collectivité pour que le jour où vous y répondiez, vous soyez directement identifié. En revanche, quand on est en dessous de 40 000 €, on est dans ce qu'on appelle du gré à gré. Et donc, dans le gré à gré, là, la collectivité a simplement besoin de faire 2 devis
concurrentielle pour s'assurer qu'elle a fait au moins une mini-étude de marché avant de se lancer avec un partenaire. La gestion des délais, je vais en parler juste après, Marie-Claire aussi, donc je garde la question pour après. Les outils pour comprendre cette organisation du processus. Alors, ce qui est avantageux avec les collectivités, c'est que vous pouvez très facilement tomber sur l'organigramme des services et donc voir qui est en charge de quoi. Pareil, sur les élus, il y a tout qui est disponible. Les feuilles de route aussi sont disponibles sur le site web des collectivités. Donc, vous pouvez voir les sujets qui sont prioritaires. Et si vous êtes vraiment motivé, il y a souvent les conseils municipaux qui sont enregistrés. Et si vous vous motivez à les regarder, vous pouvez voir aussi les sujets d'actualité. Mais le meilleur outil pour conclure, Neige, c'est vraiment de prendre rendez-vous et de faire cette exploration en direct et d'essayer de comprendre vraiment qui est la personne en décision. Alors oui, Kevin, ne pas oublier la direction des achats. Est-ce que tu as envie peut-être de prendre la parole pour nous parler de cette direction un peu particulière? Alors, bonsoir à tous. Bah, je peux, si tu veux, Gabriel. Allez, c'est parti. Alors, je suis pas un spécialiste pour l'instant, mais je vais bientôt rejoindre un conseil général, enfin un conseil départemental, pardon, pour prendre en charge le SPASER. Je pense que ça te parle. Enfin, c'est le schéma de promotion des achats socialement et écologiquement responsables. Et je serai donc chargé de mission achat. Et ces personnes-là, finalement, enfin le poste que je vais prendre dans un mois, il y en a de plus en plus, j'ai l'impression, des discussions que je peux avoir avec beaucoup de gens, que ce soit sur les régions, sur les départements ou dans les villes, comme tu le disais, des gens qui sont en charge de ça. Et l'objectif de ces postes-là, c'est de donner accès à la commande publique à des assos, des organisations au sens large qui travaillent notamment dans le l'ESS. Alors, il n'y a pas que ça, mais je pense que ça peut être un vrai levier. Moi, je sais que pour le coup, il y a un gros point sur le poste qui traite de l'accès à la commande publique. Alors, comme dit, tu as parlé des seuils, donc ça va dépendre des seuils, mais dans le cas de marché au-delà des 40 000, enfin selon de quoi on parle, ça peut être vraiment intéressant, comme tu l'as dit, de se rapprocher soit des achats, soit des directions techniques, pas des gens en tout cas qui vont prendre des décisions et à un moment qui vont monter des cahiers des charges pour être en amont des dossiers, quoi. Je pense que c'est vraiment, je pense que c'est sûrement un des très bons conseils que tu as donné, quoi. Bah, merci Kevin. Et ça, pour compléter, alors Make Sense a travaillé justement avec le Commissariat général au développement durable à l'appropriation du SPASER, donc en fait un document qui permet aux collectivités de favoriser les achats environnementalement et socialement responsables. Donc on a déjà pu travailler sur ces sujets et c'est vrai que quand on parle à une direction achat, il va y avoir deux enjeux au sein d'une collectivité. C'est de réussir à mobiliser en interne sur le fait de faire appel plus à des acteurs locaux et des acteurs de l'ESS, mais aussi d'arriver à mobiliser en externe. Parce que pour qu'un SPASER fonctionne bien, il faut avoir identifié, vous, des acteurs de l'ESS, des acteurs de l'impact locaux. Et donc, c'est important en effet que la direction achat soit au courant que vous existiez parce que ça peut être un très, très bon allié dans les négociations. Le bémol que je mettrais à ce que tu dis, Kevin, c'est que la direction achat, ce n'est pas les premières personnes que j'irai rencontrer. Moi, j'irai vraiment rencontrer au départ les DGA et les chargés de mission qui travaillent sur le cœur de mon métier. Donc, si par exemple, j'ai un projet autour de l'éducation, il faut que j'aille voir la DGA à la jeunesse pour l'embarquer sur ces sujets. Et c'est que dans des étapes, c'est que dans les étapes d'après qu'il va falloir intégrer les directions achats, mobiliser la direction achat et voir si on ne peut pas s'intégrer justement dans des spazers. Mais merci pour ton intervention. C'était exactement ce qu'il nous fallait. Donc, j'ai déjà répondu pour l'organigramme. Alors, Delphine, sur comment tu trouves les contacts au départ, c'est l'avantage aussi des collectivités. C'est très facile de trouver l'adresse mail des personnes. Sinon, il y a plein de petits outils qui existent comme Hunter, comme Drop Contact pour trouver des adresses mail, des outils qu'on appelle de scrapping. Mais moi, aujourd'hui, pour construire des bases de données de collectivités à adresser, vraiment, je vais juste sur le site de la collectivité. J'arrive forcément à identifier une adresse mail et ensuite, je n'ai plus qu'à reprendre le modèle de l'adresse mail. Si je vois que c'est première lettre du prénom, .nom, @villedavignon.fr, et ben finalement, je peux adresser n'importe qui. Si jamais tu as des connaissances, peux-tu nous parler de Montpellier? Alors, je n'ai jamais bossé avec Montpellier, donc je ne peux pas trop te dire. Représentant des commissions. Alors,
Oui, en termes de freelance, moi j'ai vu, nous par exemple dans le cadre de nos missions, on fait parfois appel à des freelances qui travaillent pour répondre à Colline, qui travaillent sur des missions de territoire, donc ça ne me paraît pas déconnant. Et donc, Marie-Floriane, tu me posais la question, donc vous la voyez peut-être pas tous parce que tu me l'as envoyé directement à moi, je vous la lis. Est-ce qu'il faut compter sur les appels à manifestation d'intérêt ou les appels à projets sur les marchés publics ou est-ce qu'on peut proposer son sujet directement? Alors, ça me permet de faire une super transition, mais en gros, vous pouvez répondre à des AMI et à des appels d'offres, donc AMI, des appels à manifestation d'intérêt ou à des appels d'offres, sauf que vos chances de réussite sont faibles, même si vous êtes à 100% dans le… Donc ça, c'est une réalité d'une collectivité que je vais vous donner là. C'est qu'en gros, il faut savoir que si une collectivité lance un appel d'offres ou un AMI sur un sujet, c'est qu'un an auparavant, elle a rencontré des acteurs qui ont réussi à l'inspirer et à l'embarquer sur cette notion-là. Donc, par exemple, je vais lancer un appel d'offres du parcours emploi, voilà, du parcours de chercheurs d'emploi sur mon territoire. Et en fait, si je lance cet appel d'offres-là, c'est parce qu'auparavant, j'ai rencontré des acteurs qui m'ont questionné sur la manière que j'avais d'accompagner mes chercheurs d'emploi. Et donc, si la personne a été smart, et c'est ce que je vais vous conseiller, elle a co-construit finalement l'appel d'offres ou l'AMI, ou en tout cas, elle a donné assez d'informations pour que la collectivité, quand elle construise l'appel d'offres, elle ait dans un coin de sa tête cette solution-là. Donc, il y a une histoire de biais, en fait. L'appel d'offres va être créé pour cette personne qu'elle a rencontrée et qui a réussi à l'embarquer. Et si vous n'êtes pas cette personne, vos chances de réussite sont plus faibles. Elles ne sont pas de zéro, parce qu'évidemment, ils ont des grilles d'achat et les collectivités ont leurs grilles d'achat avec leurs critères et vous pouvez très bien l'emporter. Mais quand vous êtes une personne qui a finalement co-construit avec le département, comme je le disais tout à l'heure, qui sont un peu plus dans ces dynamiques-là, vous êtes le candidat idéal, on va dire, vous êtes je ne sais plus comment on dit dans le cadre de la Coupe du Monde, vous êtes le favori de cet appel d'offres. Donc, c'est pour ça que c'est important d'aller voir les collectivités, de les rencontrer, de les inspirer, de leur présenter une vision, d'essayer de les embarquer, de soulever aussi ce qu'il y a sous le capot, parce que comme ça, le jour où ils veulent lancer un appel d'offres, vous êtes en pole position. Et Marie-Floriane me demande si on a un projet d'envergure internationale et transfrontalière, faut-il s'adresser aux priorités aux régions, départements ou communes? Alors, sur la partie internationale, je ne saurais pas trop te répondre. Sur la partie transfrontalière, alors, je ne sais pas exactement de quelle frontière tu parles, mais moi, en règle générale, si tu n'as pas la réponse à cette question, je conseille d'aller rencontrer ces différents acteurs. Et assez rapidement, en fait, on se rend compte moi, par exemple, je sais que les rendez-vous que je fais avec les départements, souvent, j'en sors avec un goût d'inachevé. Je me dis, non, mais je n'ai pas réussi à bien leur expliquer ce que je faisais, je n'ai pas compris exactement ce qu'ils faisaient, quelle synergie on a pu identifier. Je sens tout de suite un mal-être. Et là-dessus, c'est ce qui me permet de me dire, ce n'est pas les acteurs avec lesquels j'ai le plus d'atomes crochus. Voilà. Je prendrai ta question juste après Noël, mais j'aimerais bien enchaîner sur la deuxième partie. Le timing idéal, donc quand, pour rencontrer une collectivité. Alors, on les Ah oui, alors bien sûr, hein, Anne-Laure, une collectivité peut faire un appel d'offres même pour 50 000 euros, hein, mais c'est juste qu'elle a pour 5 000 euros, pardon. C'est juste qu'elle a l'obligation de faire un appel d'offres au-dessus de 40 000 euros. En dessous, elle n'est pas obligée. Et donc, ça vous permet d'avoir des cycles de vente un peu plus courts. Moi, je sais que quand j'ai dû travailler avec le ministère de la Transition écologique, j'ai dû faire une proposition à 39 900 euros pour être certain qu'il n'y ait pas besoin de faire d'appel d'offres et que ce soit bien du gré à gré. Donc, c'est aussi des petites astuces. Ouais, ça c'est une pratique qui est un peu borderline. Parce que avant, dans mon métier précédent, je faisais le contrôle des marchés publics. Et donc là, en fait, l'appel d'offres, c'est pas un type de marché, en fait, c'est un type de procédure. Et les types de marchés, donc je peux mettre dans le chat un tableau avec les seuils, si vous voulez. Et d'ailleurs, en fonction du type de marché, si c'est travaux ou pas travaux, d'ailleurs, ce n'est pas les mêmes seuils. Donc, voilà, juste un petit point d'attention. Très bien. On est preneur. Mais moi, en tout cas, dans toutes mes partenariats, il y avait toujours, les gens avec qui on échangeait nous indiquaient que si on pouvait avoir une proposition en dessous de 40 000 euros, c'était plus pratique pour eux. Après,
C'est comme ça qu'ils travaillent Ça, c'est on une mauvaise s'adapte. pratique. C'est une mauvaise pratique, mais nous, on s'adapte. Donc, sur le timing idéal pour rencontrer une collectivité, ce qu'il faut savoir, c'est que, je vais essayer de vous faire un peu la timeline, la chronologie. En gros, à partir du mois de septembre, les collectivités commencent à construire leur budget pour l'année d'après. Donc, c'est là que c'est important de les rencontrer à ce moment-là, parce que c'est le moment où ils vont tout simplement, dans un Excel, indiquer leur ligne budgétaire. Et donc, c'est idéal d'avoir sa propre ligne budgétaire, hein, qui se disent « Ah, il y a Make Sense qui est venu me rencontrer, ils m'ont parlé d'un accompagnement à 20 000 euros, et je vais le mettre à mon budget. » Et donc ça, ce sont les DGA, les directions adjointes, qui sont, avec les chargés de mission, en charge de construire le budget, leur feuille de route pour l'année, donc là, on va dire l'année 2023, par exemple. Et l'élu, évidemment, participe à la relecture du budget, il intègre ses propres lignes, donc c'est un travail au niveau de la délégation, on va dire. Et donc là, l'objectif, c'est d'avoir embarqué les élus, d'avoir embarqué les DGA pour avoir votre propre ligne budgétaire. Ensuite, à partir d'octobre-novembre, les budgets sont transmis à la Direction générale des services, qui fait un peu la synthèse, qui regarde s'il n'y a pas des doublons, qui regarde s'il ne peut pas créer de la transversalité entre les différents services. Si par exemple, on voit qu'il y a 2-3 services qui ont envie de travailler sur des sujets d'intelligence collective, pourquoi pas réussir à optimiser tout ça et à les faire converger au sein d'une même ligne et donc diviser par 3 ces budgets-là. Donc, c'est le rôle du DGS. Il va travailler là-dessus environ de novembre à décembre. Il va négocier un petit peu avec ses services. Il va refondre le budget à droite à gauche et il va présenter tout ça donc au conseil municipal, départemental ou régional. Donc là, c'est important à ce moment-là de s'assurer que les personnes aient tous les éléments en main pour parler de votre solution. Donc la note de synthèse dont je parlais tout à l'heure. Et c'est parce que finalement, vous allez avoir des alliés qui vont présenter et défendre votre ligne budgétaire. Et c'est important aussi d'avoir des enveloppes budgétaires parce que vous avez beau parler de votre solution, de la vision, des bénéfices additionnels que vous allez pouvoir apporter. Si vous ne leur filez pas une enveloppe budgétaire à minima pour que les collectivités puissent indiquer un tarif sur leur ligne budgétaire, vous aurez fait tout ce travail pour rien. Et ensuite, entre janvier et mars, il y a la validation du budget. Donc parfois, oui, le budget 2023, il est acté qu'en mars. Ça dépend des collectivités, à quel point elles sont efficaces ou pas. Et donc, c'est important de fixer un rendez-vous dans ces dates-là, en début d'année, pour voir si justement il y a bien un budget qui vous est dédié ou non, en tout cas qui est calé sur votre secteur d'activité. Donc, évidemment, comme je le disais tout à l'heure, chaque collectivité a un peu son propre rythme, mais en gros, il faut savoir que c'est entre septembre et, on va dire, février-mars que les collectivités actent leur feuille de route et leur budget. Donc, c'est important de les avoir rencontrés en amont pour qu'ils puissent vous intégrer et pendant aussi pour continuer de les nourrir et de continuer de co-construire. Ce qui est le petit bémol, c'est si jamais votre sujet si jamais votre sujet touche plusieurs directions. Donc, c'est possible, par exemple, si vous travaillez sur quelque chose qui est dans la jeunesse et les sports, ou alors qui est à la fois sur la vie associative. Nous, par exemple, on a fait une proposition d'un format qui s'appelle Collaboraton. C'est des ateliers d'intelligence collective pour faire bosser main dans la main des grosses entreprises avec des associations. Et donc, ça va toucher la délégation vie associative et la délégation développement économique. Et donc là, ce qui est assez intéressant, c'est de jouer le rôle de facilitateur. Il faut savoir que dans les collectivités, il y a une problématique que le CNFPT, le Centre national de formation des agents, cherche à travailler tous les ans. C'est comment on arrive à briser les silos, comment on arrive à faire bosser les gens de différents services les uns avec les autres, comment on arrive à créer de la transversalité. Et donc, si c'est le cas de votre solution, si c'est le cas de votre produit, si vous touchez à différentes délégations et que vous avez plusieurs interlocuteurs, c'est important d'avoir cette posture de facilitateur et d'organiser des rendez-vous à plusieurs, d'organiser des temps de co-construction à plusieurs, des déjeuners à plusieurs, mais en tout cas de venir animer ces différentes directions pour montrer qu'en plus d'apporter des solutions intéressantes à la collectivité, vous leur permettez de travailler main dans la main. Donc, c'est un grand enjeu au sein des collectivités qu'il ne faut pas négliger. Un exemple que je peux vous donner en termes de timing, c'est avec le Pays de Meaux. Pays de Meaux qui ont envie de lancer une dynamique ESS sur le territoire. Et donc, moi, quand je les ai rencontrés, le Pays de Meaux, il n'y avait pas d'élu à l'ESS, il n'y avait pas de direction de l'ESS, il y avait juste une chargée de mission qui était en charge du plan local d'insertion,
qui était en train de se former à l'ESS pour pouvoir porter ce sujet-là. Et donc, moi, j'ai rencontré, je savais que cette personne était en formation, je savais qu'elle avait besoin d'inspiration, donc j'ai fait en sorte de l'inviter à plein d'événements Make Sense, je l'ai mise en lien avec d'autres collectivités qui avaient des directions ESS, et j'ai en fait ce qu'on appelle du nurturing, je déteste ce mot, je sais pas, de l'animation de portefeuille, on va dire, où j'ai contribué à l'inspiration, à la formation de cette personne-là. Et le jour où cette personne en interne a réussi à négocier un budget pour développer l'ESS, tout de suite, évidemment, elle pense à Make Sense. Elle a pensé à moi, elle s'est dit, finalement, c'est Make Sense les mieux positionnés pour m'accompagner sur ce projet, parce qu'ils étaient là au tout début, ils m'ont aidé à m'inspirer, ils m'ont aidé à trouver des idées, ils m'ont connecté à des gens. Et donc, finalement, je me suis inscrit complètement dans sa dynamique de recherche de budget. On a co-construit un plan d'action, on a parlé à peu près des différentes enveloppes budgétaires qui pourraient être débloquées en fonction des ambitions. Et puis, moi, j'étais là un peu à l'écoute pour la partie validation du budget. Et donc, c'est une mission qui devrait se lancer incessamment sous peu, parce que c'est un travail que je fais depuis maintenant plus d'un an, finalement, d'animation auprès de cette personne-là. Donc, ce qu'il faut retenir sur la partie timing, c'est que quoi qu'il arrive, lorsque vous décidez de bosser avec une collectivité, ça va prendre du temps. Et donc, qui dit que ça va prendre du temps, dit qu'il faut faire du volume pour s'assurer que finalement, faire du gros volume et commencer à signer, et ensuite, que plus vous en faites, évidemment, plus vous récolterez les fruits de votre travail au bout de quelques mois, et surtout de tenir un CRM, ou en tout cas un outil de suivi qui vous permette justement de savoir à quel moment aller parler à qui, et puis ça peut aussi vous aider sur la partie cartographie des comptes. En fait, le cycle de vente aux collectivités, il est assez long, il est entre 4 mois et ça peut durer 2 ans et demi. Là, par exemple, Pays de Meaux, ça fait plus d'1 an que je bosse dessus et ce n'est pas encore lancé. Donc, n'hésitez pas, il y a 36 000 communes en France. Allez-y, allez les rencontrer parce que vous allez mettre du temps en fait, avant d'avoir vos premiers clients. Et surtout, privilégiez le fait d'aller voir les communes de votre région à vous pour commencer, parce que les collectivités, elles aiment bien travailler avec des acteurs locaux. Donc, n'allez pas bosser avec la région Occitanie si vous habitez en Bretagne. Si vous travaillez en Bretagne, c'est important d'aller travailler avec les acteurs qui sont de votre territoire. Ce qu'il faut retenir aussi, c'est que les collectivités, de manière générale, elles sont assez partantes pour avancer avec vous, si votre projet répond bien à leurs besoins, évidemment. Mais il ne faut pas penser que vous signerez rapidement. Moi, par exemple, j'arrive à prendre des rendez-vous très facilement avec des collectivités. Et pourtant, mon taux de transformation, il est assez bas. Parce que finalement, les agents, par définition, ils ont besoin d'être en veille et d'identifier et de connaître des solutions. Donc, parfois, il y a un peu de tourisme commercial, des gens qui vont vous rencontrer et qui sont juste là pour prendre des idées et qui ne vont pas vouloir avancer avec vous. C'est pour ça que c'est important de poser la question du budget, savoir s'il y a une ligne budgétaire, parce qu'à partir du moment où vous avez la réponse, vous savez qu'il y a un budget. Et si la réponse ne vient pas ou si elle est négative, vous savez que vous perdez un petit peu votre temps. Mais quoi qu'il arrive, il va falloir entretenir la relation sur la durée parce que si vous n'êtes pas sur le budget 2023, vous serez peut-être sur celui de 2024. Donc, il ne faut pas abandonner. Et donc, tenez un CRM. N'hésitez pas à leur envoyer régulièrement du contenu pour leur rappeler de votre existence, entretenir leur intérêt et faire en sorte qu'ils ne vous oublient pas. Et donc, il y a des moments clés au sein des collectivités qu'il ne faut pas rater. Donc, les budgets qui se décident à partir du mois de septembre-octobre. Important de bien connaître ces cycles de vente pour pouvoir s'y intégrer au bon moment. Et puis bien connaître la personne qui est en charge de valider et de construire ce budget surtout. Un autre exemple de temporalité que j'aime bien donner, c'est que les collectivités, elles sont un peu responsables de faire vivre les journées nationales donc le mois de l'ESS, journée nationale de la femme, etc. Et donc, souvent, les collectivités, elles misent sur ces temps forts pour avancer et pour mobiliser. Donc, vous savez que 3-4 mois avant ces journées nationales de tel ou tel sujet, la personne va forcément être en phase de recherche pour marquer le coup. Et donc, ça peut… Moi, je sais, par exemple, qu'en novembre, c'est le mois de l'ESS. Donc, je sais qu'en juin, c'est mon axe de prospection. Préparez votre mois de l'ESS de novembre. Faites ci, faites ça. Et donc, la prise de rendez-vous est facilitée. Et donc, ce qu'il faut retenir aussi, la dernière chose que je vais dire sur la partie timing, c'est que les collectivités, elles sont moins sujettes à la concurrence et donc à la confidentialité que les entreprises. Donc, si vous travaillez sur un sujet un peu fédérateur, n'hésitez pas à animer votre réseau de prospects en les connectant les uns aux autres. Par exemple, ce que je viens de vous dire sur le Pays de Meaux et l'ESS, ça a pris la forme d'un atelier de co-développement
où j'ai invité mon interlocutrice du Pays de Meaux et où j'ai invité mes interlocutrices et interlocuteurs d'autres collectivités avec qui on bossait déjà. Et donc là, encore une fois, j'ai pris ce rôle de facilitateur et j'ai favorisé les échanges entre ces différents acteurs. Et c'est vrai que tout de suite, ça amène un cachet à Make Sense. Voilà, on s'est mobilisé, on a une expertise sur ce sujet. Et donc, voilà, un autre exemple, c'est la communauté d'acheteurs autour des Spazers, hein, c'est ce dont mentionnait Kevin tout à l'heure. Les collectivités sont assez friandes du partage de bonnes pratiques. Et donc, en vous positionnant en facilitateur de ces partages de bonnes pratiques, vous gagnez en visibilité et en expertise. Donc, vous faites du marketing qui est utile pour vous et pour eux. Voilà pour cette deuxième partie. Est-ce qu'il y a des réactions ou des questions ? Alors, Guillaume, je vois ta question. Arrives-tu à facturer le temps en amont de la réalisation concrète du projet? Alors, moi, non. En général, je découpe le projet en différentes phases et j'indique en gros qu'on facturera chaque phase après la fin de cette phase. Donc, si j'ai un projet à 40 000 euros, par exemple, à toute tranche de 10 000 euros, je vais leur facturer. Mais ça m'est arrivé une fois avec Evricourt Couronne qui paie vachement en avance. Parce que c'était un renouvellement et qu'ils étaient convaincus on allait délivrer. Mais je pense que ça demande un certain niveau de confiance qui est difficile à générer au tout début. Alors, Delphine nous demande pour le camp, il y a aussi des horaires assez spécifiques. Oui, en gros, c'est un petit peu cliché, mais je sais que le mercredi, c'est compliqué d'échanger avec les collectivités. Je sais que je mets rarement des réunions après 17-18 heures. Je sais que c'est difficile d'avoir un rendez-vous avec un élu et que souvent, il veut ne vous voir que 30 minutes, là où un chargé de mission aura plus 1 heure à vous dédier. Il y a plein de petites choses comme ça à prendre en compte, mais encore une fois, il n'y a pas vraiment de cadre commun. Ça dépend vraiment de chaque collectivité. Alors, Julien, pour répondre à ta question sur comment savoir s'ils ont une ligne budgétaire avant le premier rendez-vous, moi, en général, c'est plutôt des questions que je traite pendant ce rendez-vous exploratoire. Donc, parler argent, c'est souvent un peu gênant, mais moi, c'est la dernière question que je pose. En fait, j'ai fait toute mon exploration, je comprends les enjeux, j'ai présenté un peu ce que j'ai envie de faire. Et ma dernière question, c'est est-ce que ce travail, vous l'aviez budgété pour 2023 ou pas? Et là, en fait, ils te disent concrètement, hein, c'est des comptes qui sont publics, donc les personnes n'ont pas forcément de choses à te cacher. Et donc, vous pouvez t'indiquer, ah mais si, on a du budget pour ça, vous inquiétez pas. Et donc, ça, c'est un signal qui rapidement peut passer du vert au rouge. Mais je préfère poser la question en face à face parce que j'ai l'impression que si je posais la question en amont, je me coupe un peu de la possibilité d'embarquer et d'inspirer la personne pour qu'elle ait envie qu'elle ait envie de débloquer des budgets parce qu'en cours d'année, faut savoir qu'on peut aussi avoir des dérogations. On peut aussi essayer de transformer un peu les budgets. Et donc, il y a quelques lignes budgétaires parfois qui sont, on va dire, un peu neutres et qu'on peut aller creuser. Donc, en fait, si tu as une bonne capacité d'inspiration et d'embarquement, le fait de ne pas avoir de ligne budgétaire dès le départ, ce n'est pas forcément un problème parce que tu peux aller les chercher ailleurs. Alors, dans le cas de l'ESS, peut-on solliciter une collectivité pour pratiquer les tarifs sociaux? Je n'ai pas la réponse. Je ne sais pas si quelqu'un a la réponse dans l'Assemblée. Mais c'est une bonne question, Marie-Floriane. Je sais que nous, par nature, vu qu'on est une association, on va être beaucoup moins cher que des cabinets de conseil classiques. Et donc, voilà, je sais que nos tarifs sont bien plus bas et donc c'est plus facile de bosser avec des collectivités. Mais à l'inverse, je ne sais pas s'il y a des tarifs spécifiques. Je sais qu'il y a justement des spazers, donc des schémas qui permettent de promouvoir et de mettre en avant des acteurs de l'ESS. D'ailleurs, si vous êtes intéressé par ces sujets, je vous invite à aller regarder les canaux qui ont lancé l'AES, qui est une agence pour les économies solidaires et qui accompagne justement les collectivités à mettre en place des dynamiques d'achat durable. Et donc, ils ont créé une plateforme qui s'appelle ESS 2024, notamment pour les JO de 2024, pour faire en sorte que la ville de Paris fasse appel à plus d'acteurs de l'ESS. Et donc, c'est des choses qui sont en train d'essaimer sur d'autres sujets.
Voilà. En fait, les budgets sont prévus à l'avance, mais les collectivités peuvent faire appel à des freelances sur un délai court ou pas. Alors oui, quand on est sur des petits montants ou des montants journaliers, ça peut tout à fait être, on peut tout à fait avoir des délais courts, mais c'est vrai que voilà, encore une fois, il y a une question de confiance, il y a une question de professionnalisme, d'inspiration pour donner envie à la personne de bosser avec vous. Et là, je n'ai pas de réponse, quoi. Ça va dépendre vraiment de chaque collectivité et de chaque relation que vous aurez avec elle. Donc, il n'y a pas forcément de dénominateur commun sur ce sujet. Je ne peux pas te répondre à cette question. Est-ce qu'il y avait d'autres peut-être partages d'expérience sur la partie quand, la partie timing, la partie cycle de vente, ou est-ce qu'on enchaîne? Ah oui. Quoi faire quand la collectivité demande une expérimentation gratuite pour pouvoir envisager un achat? C'est une bonne question. Moi, à chaque fois que j'ai… Alors, nous, on ne fonctionne pas comme ça chez Make Sense, donc c'est un peu plus compliqué d'y répondre. Peut-être que Johanna, on pourra faire des mises en relation avec des acteurs comme Lilycool, Zamizen ou Nona, qui auront peut-être plus de réponses à te donner. Mais en général, je sais qu'il y a les démos, c'est des choses qui sont faisables. Mais par contre, des périodes d'essai un peu gratuites, ouais, ce n'est pas des choses que je recommande, moi, en général, aux entrepreneurs que je coach. Bonjour. Et voilà, je ne sais pas s'il y a d'autres gens qui ont des réponses à cette question. Je n'ai pas la réponse, moi. Bonjour, je suis Christelle de Zamizen. Ah ben voilà. Donc voilà, je peux donner le retour live. Donc moi, je ne m'occupe pas de la partie commerciale, mais on fait très peu d'expérimentation gratuite parce que si on s'en engouffre dedans, on sait très bien que les collectivités n'ont pas forcément du budget. Donc voilà. En tout cas, c'est notre parti pris. Nous, ce qu'on met en place, c'est généralement des pilotes sur plusieurs classes, écoles. Mais en retour d'expérience, là, on va mettre un montant minimal d'investissement parce que c'est vrai que certaines collectivités qui sont quand même assez grandes en ont un peu abusé et ça nous prend beaucoup, beaucoup de temps en termes de service client, on va dire, Customer Success Management, parce qu'après, on travaille avec les écoles, on fait des études d'impact et tout. Et ça a un temps homme qui est important, donc il faut vraiment faire attention à ça. Les collectivités, ça peut être très, très chronophage. Voilà. C'est mon retour d'expérience. Merci Christelle pour ce retour d'expérience. Très juste. C'est vrai que c'est un bon moyen de vérifier aussi que les personnes ont du budget et qu'elles sont embarquées. Et c'est vrai que je le disais tout à l'heure, hein, le tourisme commercial, ce n'est pas qu'en entreprise, il y en a aussi dans les collectivités, ces histoires de veille. Et donc, on peut rapidement, passer beaucoup de temps sur une collectivité qui finalement n'a pas forcément d'ambition budgétaire sur vos sujets. Voilà. Et donc, il va nous rester un peu plus de 5 minutes. Moi, je voulais juste terminer en vous disant, déjà, je vais vous partager, on vous enverra dans la suite un lien sur comment gérer des ventes complexes faites par des partenaires de Make Sense qui s'appellent Questio, qui font de la formation à la posture commerciale. Et donc, quand on parle de vente complexe, il faut bien retenir qu'il y a plusieurs parties prenantes qui sont intégrées dans le processus décisionnel. Par exemple, dans le cas d'un entrepreneur qui s'appelle Nona chez nous et qui accompagne les collectivités à se mettre aux normes vis-à-vis de la loi Egalim, c'est-à-dire aller chercher des produits alimentaires en circuit court et de saison. Et donc, il y a trois parties prenantes. Il y a l'élu, il y a le maire et il y a le cuisinier. Et donc, il faut bien impliquer les trois. Il faut bien comprendre lequel des trois est le cavalier. Donc, j'ai déjà utilisé le terme de cavalier. Donc, c'est celui qui va porter votre projet en interne et lequel est décisionnaire. Et tout ça, ça peut changer d'une collectivité à une autre. Parfois, le maire, il va juste être là pour vérifier qu'on est bien dans les cordes. Et c'est le cuisinier qui va acter. Et parfois, c'est l'inverse. C'est l'élu qui va décider et le cuisinier qui sera juste là en contributeur. Donc, c'est important d'avoir cette cartographie un peu des pouvoirs chez votre interlocuteur. Et il n'y a pas de règle sur les rôles. En fait, ils changent d'une collectivité à une autre en fonction de l'ancienneté. Par exemple, parfois, on a un DGA qui est là depuis 15 ans, il porte sa délégation,
Et l'élu, il est là depuis 1 an. Là, il a été élu récemment. Et donc, il y a un bras de fer qui se joue entre un DGA qui a toujours fait comme ça et qui a porté sa délégation et peut-être un élu qui a envie de changer un peu la donne, ou alors un élu qui, au contraire, fait confiance et va plutôt aller bosser sur des sujets de représentation. Donc, le meilleur moyen d'identifier les mécanismes de décision, c'est de leur poser la question. Donc, dès le premier entretien, quel est votre processus de décision? Ça suffit pour comprendre les mécanismes entre les différentes parties prenantes et le process. Et sur le process de décision, vos interlocuteurs, ils vont souvent aller présenter le projet à d'autres personnes dans des réunions dans lesquelles vous ne pouvez pas forcément assister. Et donc, encore une fois, une bonne pratique, c'est de leur transmettre une note de synthèse d'1 page, l'anti-sèche dont je vous parlais tout à l'heure, qui a été personnalisée pour eux, pour qu'ils aient bien tous les arguments pour parler de votre projet et convaincre les décisionnaires, même si vous n'êtes pas là. Et donc, pour terminer, attention au tourisme commercial. Les prises de rendez-vous sont vraiment faciles en collectivité. Vous pouvez facilement choper, je pense, 10 rendez-vous par semaine, parce que ça fait partie des métiers des agents et des élus de faire de la veille. Et donc, identifier dès le départ s'il y a un budget dans la feuille de route de cette année, c'est ultra important. Et si ce n'est pas le cas, essayez de les revoir à la rentrée suivante pour les inspirer et s'assurer qu'ils créent une ligne pour vous dans leur Excel. Voilà en résumé tout ce qui s'est dit aujourd'hui. Donc, c'était des conseils très pratiques. Moi, c'est mon expérience depuis mes 2 ans. Je ne suis pas un expert en collectivité, je suis juste doué pour travailler avec elle. Donc, j'espère que vous allez retenir au moins 2-3 conseils et puis vous allez surtout vous faire votre propre expérience parce que je pense qu'il n'y a pas mieux que d'aller à leur rencontre et d'échanger avec elles pour s'assurer que vous êtes pertinente pour elles. Voilà. Alors, le spazer des collectivités, ça, tu peux taper sur Google spazer et tu vas tout de suite tomber sur le PNAD, qui est le Plan national d'achat durable, dont le spazer est la clé de voûte. Et donc, tu auras toutes les infos, il y a des brochures, il y a les interlocuteurs. Et c'est important, oui, donc, de savoir si, ne serait-ce que la collectivité avec laquelle vous essayez de travailler a un spazer ou non. Si elle en a un, voilà, merci Kevin, rentrez en contact avec la direction des achats parce que ça peut être… Alors, Neige, pardon, tu me demandes sur le cuisinier. Alors, en fait, c'était la solution que je vous présentais, c'était une solution pour accompagner, par exemple, dans les écoles ou dans les restaurants collectifs, les restaurations collectives, de pouvoir… donc, il y a une loi Egalim qui est sortie, j'en suis pas un expert, mais en gros, c'est comment on fait en sorte que les collectivités se procurent de l'alimentaire dans des circuits courts, donc avec des producteurs à côté. Et donc, ça permet à un cuisinier, par exemple, qui va bosser dans une école à la cantine, au lieu de faire des menus et ensuite d'aller demander aux achats, d'aller chercher les produits pour produire les menus, plutôt de voir ce qui est à disposition à proximité et de construire les menus en fonction de ça. Et donc là, le cuisinier, qui est finalement simplement un agent, c'est lui qui va avoir le dernier mot parfois, alors qu'il y a un maire et un élu dans la boucle. Donc, c'est pour vous dire que les rapports de force, il faut vraiment bien les identifier parce que parfois, on a un agent terrain qui va avoir beaucoup plus de poids dans la décision que l'élu. Alors, au niveau des nouveaux arrivants, c'est une bonne question, Marie-Claire. Il faut savoir que quand il y a un nouvel élu quand il y a un nouvel élu ou qu'il y a un nouveau DGA ou un nouveau chargé de mission, c'est toujours un bon timing pour les rencontrer parce que c'est souvent des gens qui sont en train de faire un état des lieux de l'existant et qui sont en train d'identifier des leviers d'amélioration. Et donc, c'est des phases de veille où ils sont en recherche de personnes qui pourraient les accompagner dans cette phase d'amélioration. Donc, allez voir une personne qui vient d'arriver en poste pour l'inspirer, lui parler un peu du contexte de votre projet, pour lui raconter un peu ce que vous faites. C'est toujours un bon moment parce que c'est une personne qui potentiellement va pouvoir chambouler un peu les lignes qui sont déjà bien en place. Et donc, ça peut être des très bons cavaliers pour votre projet un peu innovant. Voilà. Il est 57, Johanna, je te laisse le mot de la fin si tu veux. Le timing est parfait, Gab. Merci à tous. Il y a une très bonne question d'Anne, pardon. Quand on a rencontré le chargé de mission, comment aller voir l'élu sans vexer le chargé de mission? En fait, le mieux, c'est de faire à chaque fois, en fait, de faire grossir sa réunion. Moi, c'est ce que j'essaie de faire à chaque fois. Je rencontre un chargé de mission, je lui dis « Ok, la prochaine fois qu'on se voit, moi, je vais te préparer une proposition. Toi, ton devoir, c'est d'aller me chercher ton DGA. »
Et la réunion d'après, je fais la même chose pour aller voir l'élu et pour qu'à la fin, quand je présente une proposition claire, qu'il y ait tout le monde autour de la table. Donc, c'est plus, est-ce qu'on n'intégrerait pas plus de monde? Et c'est un bon moyen aussi d'identifier si la personne est sérieuse en face de vous. Parce que si elle n'est pas capable, pour le prochain rendez-vous, d'aller en parler à son boss, d'aller en parler à son élu, c'est qu'elle n'est pas forcément intéressée. Si elle dit non, non, mais on voit ça entre nous, on voit ça entre nous, à part si c'est vraiment la personne décisionnaire que vous avez pu identifier, bah, c'est potentiellement une personne qui fait juste de la veille et qui n'est pas vraiment là pour avancer avec vous. Donc, ça peut être un bon moyen un bon témoin aussi. Voilà, pardon, Johanna, je t'ai coupé. Mais aucun problème. J'allais conclure pour vous dire que demain à 18h, vous allez recevoir un petit questionnaire de feedback. Et comme on dit très souvent chez Make Sense, chez nous, le feedback est un cadeau. Donc, n'hésitez pas à nous faire des retours sur l'atelier. Je les transmettrai tous à Gabriel pour qu'il puisse créer des ateliers encore meilleurs. Merci beaucoup, Gab, pour cet atelier. Même moi, j'ai appris plein de trucs. Je suis ravie. Et j'espère que vous, ça vous a plu. Encore une fois, n'hésitez pas à nous faire des retours. Et sinon, je vais vous souhaiter une excellente soirée. Merci tout le monde. Bonne soirée. Au revoir. Bonne soirée à tous. Au revoir.